Le parfum citronné du produit d'entretien flottait dans le couloir de marbre d'un hôtel particulier du 16e arrondissement parisien. La pluie frappait les hautes fenêtres comme une horloge mesurant le temps des jugements silencieux. Sophie Belfort, 26 ans, essuyait la rampe d'escalier tandis que le grondement de la circulation parisienne résonnait en contrebas, un ronronnement sourd sous la lumière froide du lustre en cristal. Elle travaillait la nuit parce que les nuits étaient calmes, et parce que le calme dissimulait les gens comme elle, nouvelles dans la ville, payées en espèces, attentives à ne pas être remarquées. Au bout du couloir, un garçon en fauteuil, roulant, faisait pivoter son fauteuil au rythme d'une mélodie que lui seul entendait. Luca Merzuga, 11 ans, pointa du doigt la serpillière de Sophie, un sourire aux lèvres. « Danse avec moi », chuchota-t-il. La maison était vide, le personnel s'était retiré. La pluie leur offrait une couverture parfaite. Sophie appuya sa serpillière contre le mur, leva les paumes comme une danseuse de rue de Marseille et se mit à se balancer doucement. Elle ajusta ses pas au rythme du sifflement régulier du radiateur. Lucas rit, un son léger, lumineux, nouveau. Un cliquetis de porte se fit entendre. Monsieur Karim Merzuga apparut dans un costume sombre impeccable, son eau de Cologne exhalant des notes chaudes de cardamome. Ses yeux se durcirent à cette vision, son fils, la femme de ménage, le tournoiement des roues sur le marbre. Il laissa échapper un petit souffle amusé, un rire sec qui piquait comme l'air hivernal. « Vous avez été engagé pour nettoyer », dit-il d'une voix lisse comme du verre, pas pour donner un spectacle. Derrière lui, Madame Leroy, l'intendante de la maison, haussa les sourcils avec une approbation glaciale. Le lustre bourdonnait, la pluie crépitait et les joues de Sophie s'empourprèrent. Elle recula vers son seau. Le sourire de Lucas s'amincit jusqu'à n'être plus qu'une ligne. Personne ne parlait. L'air se remplit d'un silence si lourd qu'il pesait sur les épaules de Sophie comme un second emploi, et la nuit continua comme si rien ne s'était passé. Le lendemain matin, la place de la République était baignée d'une lumière grise qui s'infiltrait entre les bâtiments haussmanniens. Sophie traversa la place, son manteau serré contre elle, pour se protéger du vent de novembre qui balayait les feuilles mortes sur le pavé humide. Les statues semblaient la suivre du regard, juge silencieux de sa condition précaire. Dans sa tête résonnaient encore les mots froids de M. Merzuga, contrastant douloureusement avec le rire cristallin de Lucas. Elle s'arrêta devant un kiosque à journaux, parcourant distraitement les titres du jour. Le vendeur, un homme âgé, au visage buriné par les années, lui adressa un sourire bienveillant. « Ça va, mademoiselle ?» demanda-t-il, notant ses traits tirés. Sophie hocha la tête, tentant de dissimuler la fatigue qui alourdissait ses paupières, et après une nuit de travail et d'humiliation. Le métro était bondé, sentant les manteaux mouillés et le café. Sophie habitait un petit studio à Belleville, où la bouilloire sifflait comme une vieille amie, et le papier peint se décollait près de la fenêtre. Elle gardait une photo de sa grand-mère sur le rebord, un jardin en Provence, les mains de sa grand-mère dans la lavande, pour se rappeler pourquoi elle continuait. Elle avait traversé des régions avec une valise et une promesse, envoyer de l'argent à sa famille, rester digne, rendre Paris plus clément qu'il n'y paraissait au premier abord. En descendant les marches de la station Belleville, elle fut accueillie par les odeurs familières du quartier, le pain frais de la boulangerie Moreau, les épices du restaurant tunisien d'Ibrahim, la fumée des cigarettes des habitués du café du coin. Ces fragrances formaient la toile de fond de sa vie quotidienne, un réconfort modeste dans sa solitude. Dans son studio, Sophie fit chauffer de l'eau pour un thé. Les murs fins laissaient passer la musique classique que jouait son voisin, M. Perrin, un violoniste à la retraite. Elle s'assit près de la fenêtre, observant les toits de Paris qui s'étendaient jusqu'à Montmartre. Sa vie semblait aussi exiguë que son logement, des espaces restreints, des horizons limités. Pourtant, chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait Lucas tournoyer dans son fauteuil, libre et joyeux, défiant les contraintes de son corps et de son
Environnement. La ville avait une façon de mettre les promesses à l'épreuve. Elle avait nettoyé des cuisines à Saint-Germain, empilé des cartons dans un supermarché près de la Bastille et appris à se rendre invisible dans des pièces où les gens mesuraient la valeur en sac à main de luxe et en nom de famille. Mais elle avait aussi trouvé un visage bienveillant en Madame Rousseau, une veuve du palier qui préparait un thé fort et sucré. « Tu as l'âme d'une danseuse », aimait dire Madame Rousseau, entendant le léger balancement dans les pas de Sophie quand elle montait les escaliers. Sophie avait dansé autrefois. Des cours communautaires dans une salle paroissiale près de la Goutte d'Or, une radio bon marché qui grésillait, des fenêtres embuées en hiver. La vie avait changé, l'argent s'était fait rare et la danse avait glissé dans la poche des « un jour peut-être ». Pourtant, elle se déplaçait toujours avec grâce, même avec une serpillière, comme si la musique pouvait revenir, si elle lui faisait un peu de place. Elle repensa au rire de Lucas. Elle repensa au petit sourire supérieur de M. Merzouga. Le contraste la piquait. Pourtant, sous cette piqûre, une braise obstinée luisait. La vie pouvait changer, et parfois cela commençait par un pas doux sur un sol dur. Le studio de Sophie se nimbait d'une lumière dorée quand elle ouvrit les yeux. Ses rêves s'étaient peuplés de marbre glissant et de roues tournoyantes. Elle s'étira, sentant chaque muscle endolori par les heures de nettoyage. Sur sa table de chevet, le cadre photo de sa grand-mère semblait la fixer avec une tendresse inquiète. « Je vais bien, mamie », murmura-t-elle, comme un rituel matinal. L'eau courait dans la tuyauterie vétuste, le son familier des douches simultanées dans l'immeuble ancien. Sophie prépara son café dans une casserole. La cafetière avait rendu l'âme la semaine précédente. L'arôme puissant emplit le petit espace, masquant temporairement l'odeur de moisi qui persistait près du radiateur. Par la fenêtre, Belleville s'éveillait. Volets qui claquent, cris des enfants se dirigeant vers l'école Gabriel Péri, klaxons, impatients des livreurs. Elle ouvrit son placard exigu où quelques vêtements pendaient, soigneusement classés, un par couleur, une tentative d'apporter de l'ordre dans le chaos de sa vie. Sa main caressa l'étoffe d'une robe bleu nuit, cachée derrière ses uniformes de ménage. Un vestige de sa vie d'avant, quand elle prenait des cours de danse contemporaine à la MJC de Clermont-Ferrand. Le tissu fluide lui rappelait la sensation d'être en mouvement, libre, avant que les factures et les responsabilités ne l'ancrent dans une réalité plus austère. Un jour, chuchota-t-elle, refermant doucement la porte du placard. Elle enfila son uniforme gris, ajusta son badge « Sophie B », sans son nom de famille, comme si son identité complète était un luxe qu'elle ne pouvait s'offrir dans ce monde. Le métro ligne 11 était bondé comme toujours. Sophie se faufila entre les corps, serrant son sac contre elle. Elle avait appris à se faire petite, à occuper le moins d'espace possible. Un homme en costume lui céda sa place, une gentillesse inattendue qui lui noua la gorge. Il y avait encore de la bonté dans cette ville, parfois cachée sous des couches d'indifférence. À Saint-Lazare, elle changea pour la ligne 13, direction le 16e arrondissement. Le contraste était saisissant entre les voyageurs de Belleville et ceux montant aux stations plus huppées. Parfums coûteux remplaçant les odeurs de cuisine, conversations sur des vernissages supplantant celles sur les fins de mois difficiles. Sophie observait ce ballet social quotidien avec des yeux de danseuse. Rythme, mouvement, espace, notant les chorégraphies invisibles de la ville. « Tu rêvasses encore, ma petite ?» La voix chaleureuse de Madame Rousseau l'attira de ses pensées alors qu'elle passait devant l'appartement de sa voisine. La porte était entr'ouverte, laissant échapper des effluves de tarte aux pommes. « J'allais justement partir travailler », répondit Sophie, s'arrêtant néanmoins. Madame Rousseau, avec ses 80 printemps et ses yeux pétillants, avait cette capacité à créer des moments suspendus dans le temps. Entre 5 minutes, j'ai fait du thé. Ce n'était pas une invitation, mais une affirmation qui ne souffrait aucun refus. L'appartement de Madame Rousseau était un musée d'une vie bien remplie.
Photo jaunie d'un mari en uniforme militaire, médailles accrochées près de la cheminée condamnée, napperons brodés couvrant chaque surface. Mais contrairement au musée, ici tout semblait vivant, imprégné d'histoires et de chaleur. « Tu as dansé cette nuit », dit la vieille dame en versant le thé dans des tasses en porcelaine ébréchée. Ce n'était pas une question. Sophie sursauta. « Comment savez-vous ?»« Je reconnais cette lueur. » Madame Rousseau désigna ses yeux. « J'étais danseuse de cabaret, tu sais. Pas au Moulin Rouge, non. Un endroit plus modeste à Pigalle. Mais la danse, elle reste en toi, même quand le corps ne suit plus. » Sophie but son thé, savourant cette confidence comme un trésor. « J'ai dansé avec un petit garçon, Lucas. Il est en fauteuil roulant. Son père. » Elle s'interrompit, les mots se bousculant. « Les gens riches ont peur de la joie simple, » dit Madame Rousseau, hochant la tête comme si elle connaissait intimement cette vérité. Ils la confondent avec le désordre. Le trajet vers la maison des Merzouga fut empli des paroles de Madame Rousseau, résonnant dans l'esprit de Sophie comme une mélodie entêtante. Devant l'imposante bâtisse, elle hésita. Que trouverait-elle après l'incident de la veille? La froideur de Madame Leroy? L'indifférence polie de Monsieur Merzouga? Elle sonna à l'entrée de service, ajusta son col et composa son visage en un masque professionnel. La porte s'ouvrit sur Antoine, le majordome, dont le regard la traversa comme si elle était transparente. « Madame Leroy vous attend dans l'office », dit-il simplement, avant de disparaître dans les profondeurs de la maison. L'office sentait le café et le papier. Madame Leroy, impeccable dans son tailleur marine, pianotait sur son ordinateur. Sans lever les yeux, elle déclara « Vous commencerez par le premier étage aujourd'hui. La chambre de Monsieur Lucas est à éviter pendant sa séance avec son physiothérapeute. » Sophie acquiesça, rassemblant ses produits et chiffons. Dans l'ascenseur de service, elle respira profondément. Chaque jour était un nouveau combat pour la dignité, un équilibre précaire entre nécessité et respect de soi. Au premier étage, les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux de soie, créant des motifs dansants sur les tapis persans. Sophie commença par la bibliothèque, époussetant les reliures en cuir d'ouvrage, probablement jamais lues. De la musique classique filtrait sous une porte, la chambre de Lucas. Tchaïkovski, reconnut-elle. La danse de la fée dragée. Elle sourit malgré elle. Elle sourit, dit une voix douce. Le docteur Martinez, le physiothérapeute de Lucas, se donnait dans l'embrasure de la porte, une expression bienveillante sur son visage tanné. C'est rare de voir des sourires dans cette maison. Sophie rougit, reprenant vigoureusement son dépoussiérage. J'aime cette musique. Lucas aussi. Il s'approcha, baissant la voix. Il m'a parlé de votre danse impromptue. Il n'avait pas été aussi enthousiaste depuis des mois. Un mélange de fierté et d'anxiété gonfla la poitrine de Sophie. Je ne voulais pas causer de problème. Parfois, les problèmes sont exactement ce dont certaines maisons ont besoin. Il lui tendit une carte. Je travaille aussi au centre Valentin à Huy. Nous avons un programme de danse-thérapie pour personnes à mobilité réduite. Si cela vous intéresse? Sophie prit la carte comme si on lui offrait une clé. Peut-être l'était-ce, une clé ouvrant une porte qu'elle croyait fermée à jamais. Avant qu'elle puisse répondre, des pas résonnèrent dans le couloir. Le docteur Martinez s'éloigna discrètement, tandis que M. Merzouga approchait, son téléphone collé à l'oreille, parlant en arabe avec animation. Il s'arrêta en voyant Sophie, son regard s'attardant sur elle une seconde de trop. Était-ce de la colère, de la curiosité? Elle baissa les yeux, se concentrant sur la tâche imaginaire qu'elle frottait maintenant sur l'étagère. La journée s'écoula lentement, rythmée par le tic-tac de l'horloge du salon et les allées et venues du personnel. Sophie n'aperçut plus Lucas. À la fin de son service, alors qu'elle rangeait ses produits dans le placard de l'office, elle sentit quelque chose dans la poche de son uniforme. Un petit morceau de papier plié. Elle l'ouvrit dans le métro, à l'abri des regards. « Merci »,
d'avoir fait danser l'espace, disait l'écriture maladroite de Lucas. Et en dessous, dessiné avec application, un petit bonhomme en fauteuil roulant qui semblait voler. 2 jours plus tard, le couloir embaumait l'amidon et les roses. Des invités étaient attendus. Le parfum lourd des fleurs importées se mêlait à l'odeur métallique des couverts en argent que l'on astiquait dans la cuisine. Sophie, agenouillée devant une plainte, sentit l'atmosphère particulière des grandes occasions, cette tension silencieuse qui parcourait la maison comme un courant électrique invisible. Madame Leroy convoqua Sophie dans l'office de service, où le bourdonnement du réfrigérateur et le tintement des cuillères à café formaient un mince orchestre. « Vous êtes suspendu pour 1 semaine », annonça-t-elle, les yeux rivés sur son classeur. « Les limites sont importantes. La famille exige du professionnalisme. » Le mot professionnalisme resta suspendu comme du givre. Pas d'heure signifiait pas de salaire. Pas de salaire signifiait loyer, mandat et dignité vacillant au bord du gouffre. Dans le hall d'entrée, les chaussures de M. Merzouga claquaient d'un rythme contrôlé, son visage illisible. Sophie resta parfaitement immobile. Lucas roula jusqu'à la porte, les mains crispées sur ses roues. « C'était mon idée, dit-il, la voix tremblante. Personne ne répondit. Un chauffeur toussa. Une bougie parfumée à l'encens brûlait régulièrement, douce et lointaine. Sophie rangea ses affaires dans un sac en toile, les mouvements mécaniques de quelqu'un qui tente de ne pas s'effondrer. Ses doigts effleurèrent la carte du docteur. Martinez, qu'elle avait gardé comme un talisman. Centre Valentin Haüy, un nom qui semblait maintenant aussi distant que les étoiles. « Je suis désolé, » murmura Madame Leroy quand elles se retrouvèrent seules, sa voix dépouillée de son autorité habituelle. « Ce n'est pas ma décision. » Sophie hocha la tête, incapable de parler. Dans le reflet de la vitrine d'argenterie, elle aperçut son visage pâle, les lèvres serrées, mais les yeux secs. Elle ne leur donnerait pas ses larmes. Dans le bus qui la ramenait vers Belleville, le moteur vibrait sous ses pieds. La ville défilait en gris et argent, des gens avec des parapluies se refermant comme des oiseaux timides. Sophie pressa son front contre la vitre. Sa poitrine semblait vide, nettoyée à vif. Dans ce silence, un souvenir remonta à la surface. La salle paroissiale, un kinésithérapeute bénévole nommé Michel Laurent, expliquant comment la danse pouvait enseigner l'espoir au corps, même quand les nerfs se rebellaient. Le mouvement raconte au cerveau une nouvelle histoire, avait dit Michel. Parfois, l'histoire suffit pour recommencer. Le bus s'arrêta près de la place de la République, où la statue de Marianne se dressait, imperturbable sous la pluie. Fine. Sophie descendit, attirée par le symbole de liberté et de résistance. Sur la place, un cercle de touristes écoutait un guide raconter les révolutions qui avaient façonné Paris. La ville avait l'habitude des soulèvements, des transformations, des deuxièmes chances. Sophie ouvrit son sac et trouva une note, pliée qu'elle n'avait pas remarquée. L'écriture de Lucas. Merci d'avoir fait paraître la pièce plus grande. Elle ferma les yeux. Quelque chose bougea en elle, presque trop petit pour être nommé. Presque. Le lendemain matin, la sonnette de son studio retentit, stridente dans le silence. Madame Rousseau se tenait là, un panier couvert d'un torchon dans les mains. « Je t'apporte des croissants », annonça-t-elle, « et quelque chose d'autre. » Elle entra sans attendre d'invitation, déposant son panier sur la minuscule table. « Tu n'es pas allé travailler », constata-t-elle. « Ce n'était pas une question. J'ai été suspendue », répondit Sophie, la gorge serrée. « 1 semaine sans salaire. » Le visage de Madame Rousseau se durcit. « Ces gens-là », elle secoua la tête, puis sortit du panier, en plus des croissants. Un journal plié. « Regarde ça. » C'était le Parisien du jour, ouvert à la page des petites annonces. Un cercle rouge entourait une offre. Centre culturel Valentin Haüy, recherche assistant pour programme de danse adapté, expérience en mouvement requise, formation assurée. Sophie regarda sa voisine avec étonnement. « Comment avez-vous... »« J'ai vu la carte que tu as laissée tomber hier soir, » admit Madame Rousseau, sans l'ombre d'un remords. « J'ai téléphoné ce matin pour demander s'il cherchait quelqu'un. Apparemment, c'est le cas. »
L'adresse indiquée était dans le 13e arrondissement, près de la bibliothèque François Mitterrand. Sophie calcula mentalement. 30 minutes de métro, 40 au maximum. Le salaire proposé était modeste, mais stable. « Je ne suis pas formée, » murmura Sophie. « Je n'ai jamais... » Sottise. Madame Rousseau agita la main comme pour chasser une mouche invisible. « Tu danses depuis que tu es petite. Je t'entends parfois la nuit quand tu ne peux pas dormir. Tes pas légers au-dessus de ma tête sont ma berceuse. » Sophie sentit ses joues s'empourprer. Elle ne savait pas que le plancher trahissait ainsi ses moments d'insomnie dansante. « Et puis, continua la vieille dame, tu as déjà un élève, non? Ce petit Lucas, il t'a choisi comme professeur. » Cette pensée fit monter les larmes aux yeux de Sophie. Elle ne pouvait plus voir Lucas. Plus maintenant. Peut-être jamais. La pluie s'était intensifiée quand Sophie sortit. Le journal serré contre elle sous son parapluie défraîchi. La ville semblait lavée, les couleurs plus vives sous le ciel plombé. Elle prit la ligne 11 jusqu'à Châtelet, puis la 14, vers la bibliothèque. Le métro moderne glissait silencieusement, si différent des rames grinçantes de la ligne 11, comme si elle traversait non seulement Paris, mais aussi des époques différentes. Le centre Valentin AUI occupait un bâtiment moderne aux grandes baies vitrées. À l'entrée, un préposé à l'accueil au badge indiquant Théo lui sourit. « Je peux vous aider ?»« Je viens pour l'annonce, » dit Sophie tendant le journal. Sa voix lui semblait appartenir à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus brave. « Ah, parfait, docteur Martinez vous attend. » Sophie cligna des yeux, surprise. « Il est ici ?»« C'est lui qui dirige le programme, » expliqua Théo. « Il travaille à mi-temps chez nous et à mi-temps en clientèle privée. Suivez-moi. » Les couloirs du centre étaient larges, conçus pour les fauteuils roulants. Des affiches colorées annonçaient divers ateliers. Sculpture tactile, musique adaptée, théâtre inclusif. L'air sentait le café et le bois ciré, une odeur de vie et d'activité qui contrastait avec l'atmosphère aseptisée de la maison Merzouga. Le docteur Martinez l'attendait dans une salle de danse baignée de lumière naturelle. Des barres étaient fixées à différentes hauteurs le long des murs. Des foulards multicolores pendaient à un portant à côté de petits instruments de percussion. « Sophie, » sourit-il, visiblement ravi, « j'espérais que vous viendriez. »« Vous saviez que je serais suspendue ?» demanda-t-elle soudain méfiante. « Je craignais que quelque chose du genre ne se produise. » admit-il. Cette maison, elle étouffe tout ce qui est spontané. Même avant l'accident, c'était ainsi. L'accident? Sophie ne put s'empêcher de demander. Le visage du médecin s'assombrit. Lucas n'a pas toujours été en fauteuil. Il y a 2 ont un accident de voiture. Sa mère conduisait. Elle s'en est sortie indemne physiquement, mais... Il s'interrompit. Elle a quitté la famille peu après. La culpabilité, je suppose. Sophie comprit soudain la tristesse qui habitait cette maison luxueuse, la froideur qui semblait imprégner ses murs de marbre. Ce n'était pas seulement de l'arrogance ou du mépris de classe, c'était du chagrin, durci comme du ciment. « Pourquoi me racontez-vous cela ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que vous avez fait quelque chose que ni moi, ni les médecins spécialistes, ni les psychologues n'avons réussi à faire en 2 ans, » dit le docteur Martinez. « Vous avez fait rire Lucas, un vrai rire, pas ces sourires polis qu'il offre pour rassurer son père. » Il lui tendit une feuille de papier. « Le poste est à vous, si vous le voulez. Ce n'est que 3 après-midi par semaine pour commencer, mais nous pourrons augmenter les heures si le programme se développe. » Sophie prit la feuille, les doigts tremblants. Un contrat. Un vrai, avec son nom complet, une sécurité sociale, des droits, pas un arrangement verbal conclu dans l'ombre. « Je ne suis pas qualifiée, » objecta-t-elle faiblement. « La danse n'est pas une question de diplôme, » répondit le docteur Martinez. « C'est une question de connexion, d'écoute, de présence. Ces qualités, vous les avez déjà. » Dehors, la pluie avait cessé. Un arc-en-ciel pâle se dessinait au-dessus de la Seine, visible depuis les grandes fenêtres.
Sophie regarda ce pont de lumière et sentit quelque chose se dénouer en elle. Une tension, qu'elle n'avait même pas conscience de porter. Parfois, les portes se fermaient pour que d'autres, plus larges, puissent s'ouvrir. « J'accepte », dit-elle simplement. Ce soir-là, dans son petit studio, Sophie dansa pour elle-même, sans musique, laissant son corps raconter l'histoire de cette journée. Près de la fenêtre entr'ouverte, elle entendait les conversations des voisins, les rires des enfants rentrant de l'école, les klaxons lointains de Paris qui ne dormaient jamais. Elle pensa à Lucas, seul dans sa grande chambre silencieuse. Elle pensa à son rire, ce son précieux qu'elle avait réussi à faire naître. « Je reviendrai te chercher », promit-elle à voix haute, comme si le vent pouvait porter ses mots à travers la ville jusqu'aux fenêtres fermées de la maison de marbre. Le samedi, le centre Valentin Haüy sentait la cire du parquet et le sirop d'orange. Des fauteuils roulants s'alignaient contre un mur. Les rires montaient et descendaient comme une marée. Sophie se glissa dans la salle, timide et non annoncée. Sa première journée officielle. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle arrangeait les foulards colorés sur une table basse. Le docteur Martinez lui avait donné carte blanche pour cette session inaugurale, une confiance qui la terrifiait et l'exaltait à la fois. « Respirez », lui conseilla Émilie Dufresne, une ergothérapeute aux cheveux courts, teints en violet. Les nouveaux sont toujours nerveux, mais nos participants sont les gens les plus bienveillants que vous rencontrerez jamais. La salle se remplissait progressivement. Une adolescente aux longues tresses, le corps partiellement paralysé par une méningite. Un homme d'âge moyen dont le visage portait les traces d'un AVC. 2 enfants trisomiques accompagnés par leur éducatrice. Une diversité de corps, d'histoires, de contraintes. Sophie sentit sa gorge se nouer. Qui était-elle pour prétendre leur apprendre quoi que ce soit? « Tu es celle qui danse, même quand les sols sont durs », résonna dans sa tête. La voix de Madame Rousseau. Le docteur Martinez fit tinter une clochette, attirant l'attention du groupe. « Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Sophie, qui va nous guider dans une exploration du mouvement adapté. » Il lui adressa un clin d'œil encourageant avant de se retirer dans un coin de la salle. Sophie avança au centre, le cœur battant. « Bonjour », commença-t-elle, sa voix à peine audible. Elle s'éclaircit la gorge. « Je m'appelle Sophie et je crois que la danse appartient à chaque corps, chaque histoire. » Une femme âgée au fond de la salle applaudit spontanément, déclenchant quelques rires chaleureux. La tension dans les épaules de Sophie diminua légèrement. « Commençons par nous saluer », proposa-t-elle. « Pas avec des mots, mais avec un geste, un mouvement qui vous ressemble aujourd'hui. » Elle montra l'exemple, inclinant son corps comme un arbre souple sous le vent, les mains ouvertes vers le ciel. L'un après l'autre, les participants proposèrent leur salut, un hochement de tête rythmique, un bras qui serpente, des doigts qui pianotent dans l'air. La porte de la salle s'ouvrit doucement. Sophie se figea. Lucas roulait dans l'embrasure, accompagné par Amir, le chauffeur, qui se tenait en retrait. Derrière eux, Monsieur Merzouga suivait, impeccable dans un costume gris anthracite, son keffier parfaitement ajusté, l'odeur de cardamome et de cèdre l'enveloppant comme une aura. Pendant un instant, la salle retint son souffle. Le docteur Martinez leur fit signe d'entrer. L'estomac de Sophie se noua, mais ses pieds se rappelaient du balancement lent. Elle s'approcha de Lucas. « Puis-je » demanda-t-elle. Il sourit largement. « Je savais que je vous retrouverais » chuchota-t-il, les yeux brillants. « J'ai dit à papa que je voulais essayer la danse-thérapie. Il a fait des recherches, et votre nom est apparu sur le site du centre. » Sophie jeta un coup d'œil vers Monsieur Merzouga qui se tenait raide près de la porte, visiblement mal à l'aise dans cet environnement décontracté. Il hocha imperceptiblement la tête en direction de Sophie, un geste formel qui n'engageait à rien. « Bienvenue, Lucas », dit-elle formellement, consciente des regards curieux des autres participants. « Veux-tu te présenter avec un mouvement, comme nous venons de le faire ?»
Lucas réfléchit un instant, puis fit pivoter son fauteuil en un cercle parfait, les bras tendus comme un oiseau en vol. Un murmure appréciateur parcourut la salle. « Magnifique. Un contrôle, commenta Émilie. Tu dois avoir des bras très forts. » Le garçon rougit de plaisir sous le compliment sincère. La session se déroula comme une conversation silencieuse entre corps différents, mais également expressifs. Sophie guida le groupe à travers des explorations de rythme, d'espace, de qualité de mouvement. Elle montra comment un partenaire pouvait amplifier le geste d'un autre, comment un simple foulard pouvait prolonger le mouvement le plus ténu. Lucas participait avec une concentration intense, son visage s'illuminant chaque fois qu'il découvrait une nouvelle possibilité. À un moment, Sophie remarqua que M. Merzouga s'était approché, observant son fils avec une expression indéchiffrable. Ce n'était plus le regard froid du patron, mais quelque chose de plus complexe, peut-être de l'étonnement, peut-être du regret. « Vous pouvez vous joindre à nous », proposa-t-elle doucement. Il secoua la tête, mais ses yeux ne quittaient pas Lucas, qui travaillait maintenant en duo avec l'adolescente aux tresses, leurs mouvements se répondant comme un dialogue sans mots. Quand la session s'acheva, le docteur Martinez distribua des bouteilles d'eau. La salle bourdonnait de conversations animées, de rires, d'échanges de numéros de téléphone. Une communauté se tissait sous les yeux de Sophie, un réseau de soutien aussi tangible que les barres d'appui fixées au mur. « Papa, tu as vu ?» Lucas roulait vers son père, les joues rouges d'excitation. « J'ai dansé avec Mina. Elle m'a montré comment faire tourner le foulard même quand on ne peut pas se lever. » Monsieur Merzouga posa une main hésitante sur l'épaule de son fils. « J'ai vu, » dit-il simplement. Puis, après une pause, « C'était impressionnant. » Dehors, sur le parvis du centre, où les bus s'arrêtaient avec un sifflement hydraulique, il adressa enfin la parole à Sophie. « Depuis l'accident au jardin du Luxembourg, dit-il, il n'a pas ri comme ça. La pluie avait cessé. Des pigeons secouaient leurs plumes sur les rebords des fenêtres. Il regarda Sophie, cette fois pas à travers elle, mais vers elle. « J'ai confondu la dignité avec la distance, dit-il, la voix plus basse, humaine. C'était mon erreur. » Il interrogea le docteur Martinez sur la danse-thérapie, écouta sans interrompre et se tourna finalement vers Sophie. « Accepteriez-vous de lui donner des cours particuliers, en plus des sessions de groupe ?» Elle sentit une assurance monter en elle comme une marée. « Oui, dit-elle, avec respect, avec consentement et avec joie. » Le retour vers Belleville ce soir-là eut une saveur différente. Dans le métro bondé, Sophie ne sentait plus le poids, des regards indifférents, des jugements silencieux. Son corps occupait l'espace différemment, comme si elle venait de récupérer une partie d'elle-même qu'elle avait mise de côté trop longtemps. En passant devant l'appartement de Madame Rousseau, elle s'arrêta, frappa doucement. La vieille dame ouvrit, vêtue d'une robe de chambre fleurie et d'un foulard noué autour de ses cheveux blancs. « Alors ?» demanda-t-elle simplement. « J'ai dansé, » répondit Sophie, « vraiment dansé. » Madame Rousseau sourit, les rides autour d'eux, ses yeux se plissant comme un éventail bien-aimé. « Tu vois, le monde tourne, ma petite. Parfois, il nous emmène exactement là où nous devons être. » Cette nuit-là, Sophie ne put dormir. Assise sur le rebord de sa fenêtre, elle observait les lumières de Paris qui scintillaient comme des promesses. Son téléphone vibra, un message du docteur Martinez. « Monsieur Merzouga a fait un don important au centre aujourd'hui. Il souhaite financer un programme élargi de danse-thérapie. Il a demandé spécifiquement que vous en soyez la coordinatrice. » Les mots brillaient sur l'écran, aussi lumineux que les étoiles au-dessus de la ville. Sophie serra le téléphone contre sa poitrine. Parfois, la vie changeait en un tour de roue, en un pas de danse, en un geste de pardon. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit sans craindre le lendemain. Les semaines suivantes passèrent comme dans un rêve éveillé pour Sophie. 3 fois par semaine, elle animait les sessions de groupe au centre Valentin à Huy, et 2 après-midi, elle se rendait à la résidence Merzouga pour les séances particulières avec Lucas.
La maison de marbre semblait différente maintenant, toujours imposante, mais moins intimidante. Madame Leroy lui adressait des hochements de tête presque amicaux, et même Antoine, le majordome, avait commencé à lui offrir une tasse de thé quand elle arrivait. Ce mardi-là, Sophie travaillait avec Lucas dans le grand salon, transformé en studio de danse improvisé. Les meubles précieux avaient été poussés contre les murs, et un tapis de danse déroulable recouvrait partiellement le parquet ancien. Lucas progressait remarquablement, développant une conscience aiguë de son corps et de l'espace qu'il pouvait habiter avec son fauteuil. « J'ai une surprise », annonça-t-il, alors qu'il terminait le réchauffement. Il roula vers le piano à queue qui trônait dans un coin et souleva le couvercle. Ses doigts se posèrent sur les touches, hésitant d'abord, puis avec plus d'assurance. Une mélodie simple mais émouvante emplit la pièce. « Tu ne m'avais pas dit que tu jouais », dit Sophie, émerveillée. « J'avais arrêté, après l'accident. » Lucas continua de jouer, son regard fixé sur ses mains. « Mais j'ai recommencé la semaine dernière. Le docteur Martinez dit que la musique et la danse sont comme des cousines. » Sophie s'approcha, s'assit sur le bord du banc à côté du fauteuil. « C'est magnifique, Lucas. Tu as composé ça. » Il hocha la tête, les joues rougissantes de fierté. « C'est pour le gala. » « Quel gala ?» La porte du salon s'ouvrit à ce moment-là, et M. Merzouga entra, suivi du docteur Martinez. Les deux hommes semblaient en pleine discussion animée. « Ah, Sophie, » dit M. Merzouga, « nous parlions justement de vous. » Son ton était différent désormais, plus chaleureux, moins distant. « Je suppose que Lucas n'a pas pu garder le secret. » Le garçon gloussa. « Je lui ai juste parlé de ma musique. » Le docteur Martinez s'avança, souriant. « La fondation Al-Nour, dont M. Merzouga est membre du conseil d'administration, organise un gala de charité pour l'accessibilité. Il aura lieu dans 3 semaines au Palais Brongniart. Nous avons pensé qu'une démonstration de danse-thérapie serait percutante. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. « Une démonstration devant combien de personnes ? » « Environ 300, » répondit calmement M. Merzouga. « Des donateurs potentiels, des figures influentes du monde médical et social, quelques personnalités. » Le vertige saisit Sophie. 300 personnes, des gens importants. Elle, Sophie Belfort, ancienne femme de ménage, sur une scène, sous les projecteurs. Je ne suis pas sûr d'être la bonne personne pour... C'est exactement pourquoi ce doit être vous, interrompit M. Merzouga. Votre parcours, votre approche, c'est authentique. Ces gens ont besoin de voir au-delà des chiffres et des théories. Ils ont besoin de voir Lucas danser. Le garçon leva les yeux vers Sophie, plein d'espoir. « S'il te plaît, j'ai déjà commencé à chorégraphier notre duo. Avec ma musique, comment refuser ce regard, cette confiance nouvelle qui émanait de lui comme une lumière ? D'accord, dit-elle finalement, mais j'aurai besoin d'aide. » Les jours qui suivirent furent intenses. Entre les séances régulières, au centre, et les répétitions spéciales pour le gala, Sophie avait à peine le temps de respirer. Émilie Dufresne l'aidait avec les aspects techniques, tandis que Madame Rousseau s'était autoproclamée directrice des costumes, passant des heures à ajuster une chemise, à recoudre un bouton, à conseiller sur les couleurs qui passeraient bien sous les projecteurs. « Tu sais, » confia la vieille dame un soir, alors qu'elle partageait un thé dans son appartement encombré, « j'ai cousu des costumes pour les folies bergères dans ma jeunesse. Pas les plumes et les paillettes, non, les vraies tenues, celles qui devaient tenir pendant les acrobaties. » Sophie regarda sa voisine avec un respect renouvelé. « Vous ne cessez jamais de me surprendre, Madame Rousseau. La vie est longue, ma petite. On a le temps de vivre plusieurs existences si on n'a pas peur de changer. » À la veille du gala, une répétition générale fut organisée dans le salon des Merzouga. Le docteur Martinez était là, ainsi qu'Émilie et 2 autres thérapeutes du centre. Madame Rousseau avait été spécialement invitée, ce qui avait provoqué chez elle une excitation juvénile. Elle avait même teint ses cheveux pour l'occasion, un rose pâle qui illuminait étrangement son visage ridé. Lucas, dans son fauteuil décoré de rubans bleu nuit assorti à la robe simple que Sophie avait choisie,
semblait nerveux, mais déterminé. Il avait travaillé sur chaque mouvement avec une précision obsessionnelle, perfectionnant le moindre geste de ses bras, la plus petite inclinaison de sa tête. Quand la musique commença, enregistrée par Lucas lui-même sur le piano familial, le salon disparut. Il n'y avait plus que le mouvement, le dialogue silencieux entre Sophie et Lucas, entre le corps debout et le corps assis, entre l'espace et les limites qui n'en étaient plus. Leur danse racontait une histoire de rencontre, d'apprentissage mutuel, de transformation. À la fin, le silence qui suivit semblait sacré. Puis Madame Rousseau renifla bruyamment, cherchant un mouchoir dans son sac à main. « Pardonnez-moi, marmonna-t-elle, c'est mon allergie au miracle. » Même Monsieur Merzouga, habituellement si maître de ses émotions, avait les yeux brillants. Il s'approcha de son fils, posa une main sur son épaule. « Ta mère serait très fière, » murmura-t-il. C'était la première fois que Sophie l'entendait mentionner son ex-femme. Le soir du gala arriva comme une vague qu'on ne peut plus éviter. Le palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris, brillait de mille feux. Des voitures de luxe déposèrent des invités en tenue de soirée devant l'entrée monumentale. Dans une petite loge à l'arrière, Sophie ajustait nerveusement sa robe, un modèle bleu nuit, simple mais élégant, prêté par une amie d'Émilie qui travaillait dans la mode. « Tu es superbe », affirma Madame Rousseau, qui avait insisté pour l'accompagner jusqu'aux coulisses. « Comme une vraie étoile. » Lucas attendait près de la scène, son père à ses côtés. Le garçon portait un petit costume noir, ses roues astiquées jusqu'à briller. Il semblait calme, presque serein. « J'ai un peu peur, » admit-il, quand Sophie s'approcha. « Mais c'est une bonne peur, comme quand on sait qu'on va faire quelque chose d'important. » Un organisateur leur fit signe que c'était bientôt leur tour. Monsieur Merzouga monta sur scène, splendide dans son costume blanc, le micro capturant sa voix profonde. « Nous parlons souvent de la force comme si elle criait, » dit-il. « Parfois, elle murmure. Parfois, elle danse. » Un piano commença à jouer, doux comme la pluie sur une vitre d'hiver. Sophie guida Lucas sur la scène. La lumière des projecteurs était aveuglante, les visages dans la salle à peine perceptibles. Mais peu importait, ils dansaient l'un pour l'autre pour cette vérité qu'ils avaient découverte ensemble. Leur danse raconta une histoire en cercle et en pause. Chagrin, souffle, inclinaison, élévation. La main de Sophie planait au-dessus de l'épaule de Lucas, guidant sans imposer. Lucas leva les bras au dernier gonflement de la musique, comme un bateau attrapant le vent. La salle, mélange de cœurs durs et tendres, devint silencieuse, puis éclata en applaudissements qui sonnaient comme un soulagement collectif. Madame Leroy, installée près de l'entrée, cligna rapidement des yeux et regarda le sol. Madame Rousseau pleurait dans une serviette en papier. Le docteur Martinez applaudissait avec une fierté non dissimulée. Monsieur Merzouga s'avança, non pas comme un maître des lieux, mais comme un père. « Ce soir, dit-il, la voix épaisse, une femme de ménage nous a appris à nous nettoyer de notre orgueil. » Il annonça la création d'un fonds pour la danse inclusive à travers Paris, des centres communautaires de la Goutte d'Or à Neuilly, et nomma sa première directrice, Mademoiselle Sophie Belfort. Des hoquets de surprise, puis des acclamations. Des journalistes griffonnaient, un violoniste souriait. Sophie inclina la tête. Elle ne se vanta pas. Elle trouva Madame Leroy dans la foule, lui offrit un regard ferme et un petit hochement de tête indulgent. Elle croisa le regard de Monsieur Merzouga, et leurs yeux contenaient de la gratitude, comme l'eau retient la lumière. Le moment semblait plus grand que les sols de marbre et les titres professionnels. C'était comme une porte qui ne se refermerait, et plus jamais. Les lundis, au centre communautaire de la Goutte d'Or, sentaient la peinture fraîche et les biscuits. Le soleil poussait à travers les hautes fenêtres. La ligne 4 du métro grondait faiblement sous la ville comme un second battement de cœur. Les enfants arrivaient avec des attelles et des fauteuils, des tantes aux bras attentionnés, des grands-pères avec du vieux jazz dans leurs chaussures.
Sophie disposait des cônes et des foulards. Lucas arrivait tôt, impatient. Son père à ses côtés dans un costume bleu marine, moins armure maintenant, plus père. 3 mois s'étaient écoulés depuis le gala du palais Brongniart. 3 mois de changements aussi profonds qu'inattendus. L'article dans Le Monde avait été le premier. La danse qui brise les barrières. Suivi d'un reportage sur France 2, puis d'invitations à présenter leur travail dans des conférences sur l'inclusion et la thérapie par les arts. Le nouveau centre de la Goutte d'Or, financé par la fondation Al-Nour, était le premier d'une série prévue à travers Paris. Des locaux modestes mais fonctionnels, dans un quartier où l'accessibilité n'avait jamais été une priorité. Sophie avait insisté pour commencer, ici, loin des arrondissements dorés. « Prêt, professeur ?» Lucas sourit. « Toujours », répondit-elle. Ils comptèrent les respirations à voix haute, 1, 2, 3, et laissèrent la musique les trouver. La classe d'aujourd'hui réunissait un groupe hétéroclite. Yasmine, une fillette de 7 ans atteinte d'une paralysie cérébrale. Monsieur Toussaint, un ancien danseur de claquettes frappé par la maladie de Parkinson. Les jumeaux Diallo, avec leur syndrome de Down et leur sourire contagieux. Et 4 nouveaux participants, nerveux mais curieux. « Nous ne cherchons pas la perfection », expliqua Sophie, reprenant les mots de son premier mentor. « Nous cherchons la permission d'habiter notre corps tel qu'il est aujourd'hui. » La méthode qu'elle avait développée avec l'aide du docteur Martinez combinait des éléments de diverses approches thérapeutiques, le mouvement authentique, la danse contact adaptée, l'exploration sensorielle. Mais son ingrédient secret restait l'absence de jugement, cet espace sacré où chaque geste, aussi petit soit-il, était célébré comme une victoire. Lucas avait pris un rôle d'assistant, montrant aux nouveaux venus comment un fauteuil pouvait devenir un partenaire de danse plutôt qu'un obstacle. Sa confiance avait grandi de façon exponentielle, tout comme ses compétences musicales. Il composait désormais des morceaux spécifiquement pour les différents exercices, comprenant intuitivement quel rythme fonctionnait mieux pour quel mouvement. Entre les cours, Madame Rousseau passait, portant un thermos et des potins de Belleville. « On parle de toi dans le bus maintenant », la taquinait-elle, « pied célèbre ». Sophie riait, mais une part d'elle restait étonnée par cette transformation. Parfois, quand elle passait devant une vitrine, elle ne reconnaissait pas immédiatement son reflet. Cette femme à la posture droite, au regard direct, aux vêtements simples mais choisis avec soin. Comme si son extérieur s'était lentement aligné avec la personne qu'elle avait toujours été à l'intérieur. Son studio à Belleville n'avait pas changé. Elle avait refusé de déménager malgré l'amélioration de sa situation financière. « C'est mon ancre », avait-elle expliqué à Lucas qui s'étonnait de ce choix, « l'endroit où j'ai appris à tenir dans la tempête. » Ce qui avait changé, en revanche, c'était la façon dont elle habitait cet espace. Des livres sur la danse-thérapie s'empilaient désormais sur sa petite table. Des affiches de compagnies de danse inclusive ornaient les murs. Et sur le rebord de la fenêtre, à côté de la photo de sa grand-mère, trônait maintenant un petit trophée en verre, le prix d'innovation sociale que leur programme avait reçu le mois dernier. Après la classe de ce lundi, alors que les participants se dispersaient dans un joyeux brouhaha, Sophie remarqua une femme qui attendait près de la porte, observant la scène avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Elle était élégante, les cheveux parfaitement coiffés, mais quelque chose dans sa posture trahissait une profonde tension. « Je peux vous aider ?» demanda Sophie en s'approchant. La femme sursauta légèrement. « J'observais simplement. » Son regard se posa sur Lucas qui rangeait les accessoires avec l'aide de Monsieur Mersouga. « Il a l'air heureux. » Sophie comprit immédiatement. « Vous êtes sa mère. » Ce n'était pas une question, mais la femme hocha la tête, ses yeux ne quittant pas son fils. « Karima Ben Ali. Je ne suis pas venu pour perturber. Je voulais juste voir. »« Il parle de vous, » dit doucement Sophie. « Pas souvent, mais
avec amour. Les yeux de Karima s'emplirent de larmes qu'elle retint avec une discipline évidente. J'ai fait ce qu'il y avait de mieux. Partir, je ne pouvais pas être un rappel constant de ce que je lui avais fait perdre. Vous lui avez peut-être fait perdre la marche, répondit Sophie, mais pas la danse. À ce moment, Lucas leva les yeux et aperçut sa mère. Son fauteuil resta immobile pendant quelques secondes, puis roula lentement dans sa direction. Monsieur Merzouga suivit son regard et se figea également. L'air semblait chargé d'électricité, dense de mots non dits, de douleurs non guéries. Sophie s'écarta discrètement, laissant de l'espace à cette famille fracturée. Elle vit Lucas s'arrêter devant sa mère, vit Karima s'agenouiller pour être à sa hauteur, vit leurs mains se toucher timidement. Monsieur Merzouga les rejoignit, son visage un masque d'émotions contradictoires. Plus tard, sur un banc à l'extérieur où l'air sentait la pluie et le sel des friteries, Monsieur Merzouga s'assit à côté de Sophie. Paris s'agitait autour d'eux, cycliste en néon, un chien secouant l'eau de son pelage, un enfant traînant une trottinette comme un ami têtu. « Je vous dois des excuses, » dit-il simplement, « pour ce que j'ai manqué de voir. » Elle hocha la tête. « Voir demande de la pratique, » répondit-elle, « comme l'équilibre. » Il sourit, plus doux qu'avant. « Vous avez donné à mon fils une nouvelle. »« Histoire ?» dit-il. « Peut-être m'en avez-vous donné une aussi ?» Lucas roula vers eux, les joues rouges. « Maman va rester quelques jours, » annonça-t-il, sa voix mêlant excitation et nervosité. « Elle veut voir notre prochain spectacle. »« C'est merveilleux, » dit Sophie, sincère. La guérison prenait des chemins imprévisibles, parfois aussi sinueux que les rues du vieux Paris. Le soir venu, alors qu'elle verrouillait le centre et que la ville se rafraîchissait, Sophie appela sa grand-mère, la ligne grésillant avec les kilomètres entre elles. « Paris change, » dit-elle. « Moi aussi. » Sa voix était légère mais ancrée. Elle regarda la porte qu'elle venait de fermer et sut qu'elle s'ouvrirait à nouveau demain. Au dîner ce soir-là, un repas improvisé organisé par Madame Rousseau, dans son appartement, se réunirent des personnes que la vie n'aurait jamais dû rapprocher. Une ancienne danseuse de cabaret aux cheveux roses, un médecin passionné de thérapie alternative, un homme d'affaires franco-marocain et son fils en fauteuil roulant, une mère revenue d'un long exil émotionnel, et Sophie, qui avait appris que parfois, on ne trouve pas sa place dans le monde, on la crée. À l'avenir, porta un toast, le docteur Martinez, levant son verre de jus de grenade. Il ne buvait pas d'alcool. Aux portes qui s'ouvrent, ajouta Monsieur Merzouga, son regard croisant brièvement celui de son ex-femme. Au sol qui nous porte, même quand ils sont durs, dit Sophie, pensant au marbre froid qui avait été le début de tout. À la danse, s'exclama Lucas, faisant tourner son fauteuil sur place, déclenchant des rires et des applaudissements. Plus tard, bien après que les invités soient partis, Sophie resta pour aider Madame Rousseau à ranger. La vieille dame fredonnait un air d'autrefois, ses mains noueuses mais précises, pliant les serviettes avec une grâce qui parlait d'une vie entière, de mouvements conscients. « Tu sais, » dit Madame Rousseau, s'arrêtant pour regarder par la fenêtre, les lumières de Paris, certaines personnes traversent la vie sans jamais trouver leur musique. Toi, tu l'as non seulement trouvée, mais tu as appris à la partager. Sophie sourit, touchée par la simplicité et la profondeur de cette observation. Je n'aurais jamais imaginé que nettoyer des sols de marbre me mènerait ici. La vie est une danseuse capricieuse, rit Madame Rousseau. Elle nous fait tourner dans des directions que nous n'aurions jamais choisies, mais si nous restons souples, elle fit un petit mouvement de valse avec son torchon, nous découvrons des pas que nous ne savions même pas pouvoir faire. Cette nuit-là, en rentrant chez elle sous un ciel parsemé d'étoiles, Sophie murmura une vérité à la rue vide. Même les invisibles ont une valeur que le monde a besoin de voir. Les mots s'élevèrent dans l'air nocturne de Paris, se mêlant aux histoires innombrables de la ville, certaines éclatantes comme des feux d'artifice, d'autres douces comme des pas de danse sur un sol de marbre, toutes également dignes d'être racontées.